Bien que je doive mon essor sur YouTube en grande partie grâce à Netflix et Drive to Survive, je me suis rendu compte que je n'avais jamais véritablement abordé le sujet avec vous en vidéo. Ce docudrama sur le monde de la Formule 1 a changé le sport, ceux qui le regardent, et ça nous a même changé probablement la vision qu'on a de Netflix. D'ailleurs, Drive to Survive a eu un tel succès que désormais le tennis et le golf bénéficient de ce genre de programme aujourd'hui. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une inspiration Last Chance U pour Drive to Survive. Mais force est de constater qu'après 5 saisons, les nouveaux fans de F1 arrivés par Netflix ont changé et évolué et qu'aujourd'hui, la série ne correspond plus ni aux anciens, ni aux nouveaux fans de F1. Est-ce qu'on est à l'aube d'un désintéressement total de Drive to Survive, voire peut-être la fin de la série? C'est la question d'aujourd'hui. Alors si vous avez fini de regarder Drive to Survive, Full Swing ou encore Breakpoint, vous allez, je suppose, partir à la recherche de d'autres films ou séries, et quand on navigue sur internet, c'est comme si on avait une équipe Netflix que vous connaissiez pas et qui vous espionnait chacun de vos faits et gestes. Pas ouf en vrai. Par contre, si vous avez CyberGhost VPN, vous masquez votre adresse IP, vous chiffrez vos données, vous passez par un tunnel VPN sécurisé, bref, vous êtes un peu Tom Cruise qui infiltre le Kremlin dans Mission Impossible, ni vu ni connu. Enfin, du coup, vous êtes anonyme et vous n'avez pas un micro et une caméra qui vous espionne ou vous filme. Alors bon, oui, je sais, les Missions Impossibles sont dispo en France. Bon, tous, non, voilà, donc géolocalisez-vous directement dans le bon pays pour vous refaire les meilleurs films de Tom Cruise, ou alors allez sur les 35 autres plateformes de streaming si vraiment vous avez tout regardé. En plus, la plupart des compétitions de sport auto sont souvent diffusées sur des chaînes en clair, à l'étranger. Un VPN, ça permet d'accéder à ces chaînes en quelques clics. Puis j'ai envie de vous dire, avec 9700 serveurs dans 91 pays différents, vous êtes tranquille pour un prix de 2,03 € par mois, donc 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support en ligne 24/7 en 4 langues, dont le français bien évidemment. Encore une fois, avec 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est un des VPN les plus recommandés par Trustpilot. Donc n'hésitez plus, profitez de cette réduction grâce à mon lien en description. Effectivement, la F1 a été dépoussiérée par Netflix et je dirais même plus globalement par une stratégie digitale et marketing cohérente et finalement relativement simple, avec quelques bonnes idées. Comme quoi, c'est pas si difficile que ça. La F1 était une mine d'or qui n'avait pas pris le virage du digital et des réseaux sociaux à cause de Bernie Ecclestone, et le sport en souffrait très clairement, au-delà de sa renommée historique. Cette mine d'or est désormais très largement et très clairement exploitée, en témoignent les chiffres d'audience de Canal+, par exemple. De 2017 à 2018, soit avant la première saison de Drive to Survive, l'audience qui regardait la F1 sur Canal faisait une petite augmentation de 6%. De la saison 2019 à 2020, soit l'année de la première saison de Drive to Survive, cette augmentation s'est portée à 26% entre les deux saisons. La chose est encore plus importante aux États-Unis où les diffuseurs de la F1 sur le sol américain ont enregistré une progression de 55%, passant de 550 000 spectateurs en moyenne à 930 000 entre 2019 et 2021. Alors encore une fois, ce n'est pas que grâce à Netflix, il faut prendre en compte le fait que la saison 2020 s'est déroulée pendant la pandémie, qu'il y a aussi tout le travail de la Formula One Management sur les différents réseaux sociaux, tous les médias, qu'ils soient la presse traditionnelle ou les créateurs de contenu sur Internet, qui ont mis la main à la pâte, ou qui avaient déjà mis la main à la pâte, et bien évidemment le travail constant des diffuseurs, Canal+ par exemple, sur la diffusion des Grands Prix. Plus récemment, et depuis la pandémie, les chiffres du nombre de spectateurs qui ont assisté à des courses explosent littéralement, les tribunes sont pleines à craquer, 2,7 millions de fans sur la saison 2021. Pour une première année post-Covid, c'est une giga bonne reprise, contre plus de 5,3 millions sur 18 des 22 courses de la saison 2022, où on a confirmé les chiffres d'audience, entre guillemets, de spectateurs sur place. On est au-dessus des 4 millions et quelques avant Covid, et ce n'est a priori pas prêt de s'arrêter. Et alors j'ajoute à ça que bien souvent, les billetteries sont sold out rapidement, donc ces chiffres ne représentent pas forcément tous les fans qui ont l'intention d'aller sur un Grand Prix, c'est juste qu'à un moment donné, il n'y a plus assez de tribunes. Donc du coup, c'est compliqué. Alors oui, la F1 s'est dépoussiérée, mais surtout son audience s'est considérablement rajeunie. L'âge moyen d'un fan était de 40 ans en 2018, seulement 14% avaient moins de 25 ans, et 30% avaient entre 25 et 34 ans. Ça fait pas beaucoup jeune, quoi. En 2021, l'âge moyen est descendu à 32 ans, ce qui est une baisse considérable. 34% avaient moins de 25 ans, et 63%, la moitié, plus de la moitié de l'audience,
avait moins de 34 ans, c'est colossal. La mission pour la F1 depuis la reprise de Liberty Media est donc accomplie et continue, et même si on peut difficilement quantifier exactement l'impact de Netflix dans ce plan global tant il y a de variables différentes, il reste indéniable. Être champion du monde de Formule 1, c'est incroyable pour nous fans de F1. Mais c'est tout aussi incroyable de remporter la Coupe du Monde de foot, Roland Garros, le PGA Tour ou tout simplement l'Indy 500 sur iRacing, ou surtout, une partie de Uno contre un pote. Et pourtant, dans tous ces autres cas, dépendamment de vos passions, de votre parcours de vie, même si vous respectez ou vous pouvez apprécier le résultat d'une performance, quelle qu'elle soit, vous ne serez peut-être pas pris aux tripes en tant que spectateur pour regarder tel ou tel sport, et peut-être vivre en direct une performance exceptionnelle. Ça arrive parfois parce qu'il se passe un truc, il y a un alignement de planètes et tu dis « Ah putain, faut que je regarde ce match ». Et voilà. Mais sinon, globalement, c'est compliqué. J'ai beaucoup apprécier le swing de Jordan Spieth et le prodige qu'il est au golf, j'en regarde pas pour autant le golf à la télé. Pareil pour le tennis, à moins que ce soit Roland Garros et que j'ai vraiment rien de mieux à faire, j'apprécie et je reconnais la performance d'un Nadal ou d'un Djokovic, mais de là à me taper 3h30 de match en 5-7, régulièrement, peut-être pas non plus. Puis bon, il n'y a plus Roger Federer, donc ça me saoule. Parce que tout simplement, au-delà de mettre le dernier putt pour la dernière fois, mettre le dernier coup gagnant sur une balle de match ou franchir la ligne d'arrivée pour remporter un titre, si on n'a pas l'enjeu et la motivation profonde de celui qui performe sous nos yeux, bah on ne peut presque apprécier seulement le moment où on change le monde. Passer de 6 à 7 titres mondiaux pour Hamilton, de 78 à 79 Roland Garros pour Nadal, de n'être qu'un simple mortel à un gagnant sur un moment, si on n'a pas le contexte, ça nous touche moins émotionnellement, et c'est donc de surcroît plus difficile de s'intéresser au sujet. En fait, Netflix donne simplement l'enjeu et la motivation des gens qui font la Formule 1, pilotes, managers, entourage proche, et on voit effectivement que derrière ces sportifs connus, il y a des êtres humains avec des forces et des faiblesses comme nous, et on arrive à les comprendre et à s'identifier à eux sur certaines choses que l'on a pu vivre nous, dans notre vie quotidienne. Alors, je parle bien évidemment du vécu des expériences passées, pas sur le fait de dormir dans des 5 étoiles, de voyager en jet privé pour piloter des Formule 1. Oui, voilà, être un pilote de Formule 1, ça a l'air exceptionnel bien évidemment, mais il y a toujours quelques petites choses sur lesquelles on peut se raccrocher. Alors dire que piloter une Formule 1 c'est exceptionnel, bon, c'est bien, merci, mais ça m'avance pas sur pourquoi c'est exceptionnel. En vrai, les mecs, ils tournent un volant, appuient sur des pédales, moi aussi, je sais faire ça avec mon permis B. C'est comme taper dans un ballon, je sais faire aussi, j'en fais pas tout un plat, voilà. Et donc on a perdu un peu cette notion de pourquoi c'est exceptionnel. Et pareil avec plein d'autres sports. Et c'est d'autant plus accentué avec la Formule 1 et même, j'allais dire, le sport automobile en règle générale, car en fait, il n'y a personne à part 20 gars dans le monde qui peuvent savoir ce que ça fait de piloter une Formule 1. Donc on a encore plus de mal à s'identifier de prime abord et à comprendre par soi-même le feeling et le ressenti de ce sport. Avec Netflix, du coup, on retourne aux bases de la base du sport. Il nous donne les outils pour comprendre, en fait, nos émotions, tout simplement. Ma question est donc la suivante, et j'avoue, j'ai pas vraiment une réponse. Est-ce que les sports en général, les diffuseurs et les médias, de manière plus traditionnelle, ont échoué justement à nous montrer les motivations profondes et l'enjeu de vie des athlètes? Vous pouvez répondre en commentaire. J'ai une petite idée, mais c'est ultra complexe, je trouve, de répondre à cette question. Et ça mériterait peut-être une vidéo à part entière. En Formule 1, comme dans n'importe quel autre sport, l'approche de Netflix est la suivante, rentrer dans l'intimité et les coulisses pour savoir ce qu'il se passe quand les caméras des médias ne sont pas allumées. Canal+ parle toujours de vivre la F1 en immersion, et ils le font très bien en tant que diffuseur, mais voir le cul de Bottas dans un sauna, je suis désolé, mais il n'y a vraiment pas plus immersif pour le coup. La Formule 1 est un sport secret et même opaque. Et même si on a cette impression qu'on a gagné en transparence depuis l'arrivée de Liberty Media, ne nous y trompons pas, c'est bel et bien toujours assez opaque. Est-ce que le sport devrait être moins opaque? C'est une autre question. Le sport s'est en revanche humanisé par Netflix et notamment par cette saison 1 revenant sur la saison 2018 de Formule 1. Personne dans le paddock ne savait vraiment à quoi s'attendre, personne ne savait vraiment ce que Netflix avait ramassé comme contenu. Et on a eu dans cette première saison de Drive to Survive de véritables réactions authentiques, nous dépeignant des personnages bruts et sans artifice médiatique, Gunther Steiner, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc encore chez Alfa Romeo, ou encore Cyril Abiteboul, bref, on avait vraiment l'impression d'avoir plongé dans une intimité jusque-là privée et inaccessible, et qui était authentique, et qui était dans la continuité de ce qu'on voyait dans les médias. He needs a driver and an engine.
Yeah. Et pour le coup, je ne fais aucune différence entre le spectateur lambda qui n'y connaît rien et qui découvre la F1 à celui qui est fan depuis Fangio. L'authenticité que l'on ressent en regardant une vidéo ou un programme, c'est pas un trait de caractère ou une compétence propre aux fans de F1 qui ont, je sais pas moi, 15 ans d'ancienneté. Puis la première saison est sortie et on a dû probablement se rendre compte dans toutes les équipes et le paddock en règle générale que bon, Netflix avait pas loupé une miette de certains moments, peut-être un petit peu trop privés, et qu'on ne devrait peut-être pas tant montrer que ça. Et en deuxième saison, quand on a vu que les producteurs scriptaient une réalité alternative, où un Norris et un Sainz étaient devenus rivaux, au lieu de nous montrer qu'ils étaient plutôt hyper bons potes, bah Netflix s'est tiré une balle dans le pied, et ce pour le reste de son existence. Et tout ça, ça ira même jusqu'à un Max Verstappen qui va devenir champion du monde, et qui admettra publiquement qu'il ne veut pas apparaître dans la série parce qu'elle fait dire autre chose que la réalité elle-même. Et le néerlandais est revenu seulement parce qu'il a la main sur ce qui sort, entre guillemets, de lui dans la série. Depuis la saison 1, où est passé un personnage comme Lawrence Stroll qui entame le projet de reprendre une écurie de F1 moyenne et une marque comme Aston Martin et d'en faire un top team? C'est pas encore arrivé, mais c'est en projet. Quid du départ du quadruple champion du monde Sébastien Vettel? Ce n'est probablement pas Netflix qui ne s'y intéresse pas, mais plutôt certaines parties prenantes qui ne veulent pas être associées à la série. Du moins, ça reste mon avis. Netflix a donc perdu le plus important, la confiance du paddock, et le pire dans tout ça, c'est que ça se ressent et ça se voit à travers la série. Netflix a recréé l'opacité qu'elle avait brisée pour nous, et maintenant on se retrouve avec une façade un peu fade qu'on essaie de nous vendre comme étant les coulisses. Bientôt on aura les coulisses, des coulisses, des coulisses. On voit de plus en plus de scènes où des pilotes, des managers, etc. ont des conversations qui ont l'air d'être tout sauf naturelles, et qui paraissent scriptées ou même reconstituées. Quand Toto Wolff annonce à George Russell qu'il pilotera une Mercedes derrière un camion ou un motorhome, et que Netflix est là avec une grande perche et une caméra qui tente de faire genre qu'ils sont en train de prendre cette conversation en flagrant délit, c'est nul. C'est nul pour nous, fans de F1 de la première heure, parce que voilà, mais pour celui qui découvre aussi. On prend vraiment le spectateur, et n'importe lequel, encore une fois, pour une saucisse. On fait jouer à Zak Brown le rôle du CEO de McLaren, Zak Brown. Ça paraît con dit comme ça, hein, mais on veut faire jouer un rôle adapté à l'imaginaire des producteurs au gars qui tient déjà son propre rôle dans la vie. C'est une réalité qui est scriptée, mais qui est plus scriptée que réelle. C'est terrible. J'ai retrouvé un peu les mêmes sensations pour la série sur le tennis et le golf, de manière moins violente, mais on peut clairement faire la différence entre un moment authentique qu'on passe dans l'intimité, au moment vraiment scripté dont on a besoin pour faire avancer un script, un scénario qui n'est même pas proche de la réalité. Pourtant, je suis pas ces disciplines de près, bien que je connaisse que c'est un break au tennis ou un par 5 au golf. Il s'agit de faire juste la différence entre une production qui fait bien son travail et celle qui fait ce qui l'arrange. Alors la production de Netflix et de Drive to Survive a surenchéri la deuxième saison. Elle s'est cramée les ailes et aujourd'hui, ils sont tellement obligés de bidouiller leur montage pour avoir un contenu qui ressemble à quelque chose qu'on dirait qu'on est sur la 40e opération de chirurgie esthétique ratée d'une star à Hollywood. Alors écoutez-moi bien, on n'est plus à savoir si oui ou non on est sur un programme qui dit la vérité ou pas, et à quel point. On n'est plus sur un documentaire, on n'a jamais vraiment été sur un documentaire d'ailleurs. On était sur un docu-drama en saison 1, puis sur une réalité scriptée depuis la saison 2. Pas très loin de la fiction tout court, et même si c'était une fiction pure et dure, on la trouverait bof. Vraiment, genre même mauvaise. Alors la question, c'est de savoir où on place le curseur sur Drive to Survive. Quelle est sa place dans ce que l'on consomme qui est relatif à la Formule 1. On a donc les week-ends de Grand Prix, gérés par les diffuseurs officiels, chacun a sa patte, mais on est dans le cœur du sujet, dans le sport. On a tout ce qui entoure ce sport, sur l'actu, l'information, etc. Les vidéos YouTube de la F1, les tech talks, quelques documentaires, Canal ou F1 TV, les journalistes en règle générale, la presse papier. Puis on a quelques créateurs de contenu qui expliquent certains points pour aller plus loin parfois, donnent des avis, transmettent aussi un savoir ou simplement animent d'une certaine manière la communauté entre les différents événements, entre les différents Grands Prix, à travers différents contenus de tout horizon, parce qu'on trouve de tout sur Internet. Et c'est beaucoup trop cool. Et puis lorsque Canal ou la F1 TV éteint sa caméra, une fois que le show est fini, une autre s'allume et c'est celle de Netflix. Netflix, c'est les coulisses, donc on s'attend à voir et à comprendre les rouages de la mécanique qu'on a vu sur le devant de la scène. Ça nous porte, nous, spectateurs, en spectateurs presque omniscients
et ça nous donne une image hyper complète d'un événement, d'un sport ou d'une production de cinéma. Netflix, c'est un petit peu le DVD making of, sauf que c'est en SVOD. Et bon, alors quand un film est pas ouf, a priori, il se peut que on trouve ces coulisses beaucoup plus intéressantes, intrigantes, parce que cela pique notre curiosité de comprendre pourquoi et comment on fait un film. Dans le cas de la F1, avant 2018 ou 2019, à part si vous étiez un gros fan, globalement la F1 ça intéressait pas grand monde. Tout le monde avait été saoulé par la domination de Schumacher, quelques-uns par celle de Vettel, et puis on n'a rien compris au nouveau moteur, mais à la fin on sait que c'est Hamilton qui gagne, donc en vrai, pas besoin de regarder un Grand Prix pour apprécier la performance de l'anglais. Circuler, il n'y a pas grand chose à voir. Au final, en 2018, quand on propose les coulisses de la F1 sur l'une des plateformes de streaming les plus puissantes du moment, ça intrigue, car Netflix ne fait pas la même chose que la télé qu'on a doucement délaissée. Pour la F1, le show en coulisses est plus intéressant que le show en piste, ce qui est un aveu absolument terrible de la santé fragile du sport à ce moment-là. Le bouquet final, c'était pas ce qui se passait en piste, mais ce que l'on allait voir dans la série. Et c'est toujours plus ou moins le cas d'ailleurs. Drive to Survive avait d'une certaine manière plus de notoriété ou d'intérêt que la F1 et le sport lui-même. Mais quand on vit la saison 2021 de Formule 1, peu importe du côté duquel on est, et qu'on a une tension et une dramaturgie aussi puissante, le sport rattrape la hype de ses propres coulisses. Ce qu'il se passe en piste est devenu beaucoup plus intéressant qu'avant, et donc on va avoir encore plus d'attentes et de curiosité sur comment s'est déroulée la bataille la plus folle de ces dernières années. Le propre de Netflix, la patte, c'est de faire monter la tension, d'accentuer tous les instants d'un sport extrême. En témoignent les 3 minutes à chaque épisode pour faire monter en pression le moment où les feux s'allument, avec des coups de radio-check dans tous les sens pour montrer à quel point c'est sérieux. Du coup, comment on fait pour créer encore plus de tension que la saison 2021 elle-même? Je suis personnellement très loin d'avoir senti la tension assez violente et extrêmement palpable que j'ai eue pendant toute l'année 2021 par rapport à ce que j'ai vu et ressenti sur Netflix. Et ça me mène à mon dernier point. Pour qui est faite cette série aujourd'hui? C'est terminé, les nouveaux de Netflix des saisons 1, 2, voire peut-être 3, on ne peut plus vous considérer comme étant des nouveaux. Eh oui, la fameuse idée reçue qui fut vraie un temps, de dire qu'un fan Netflix n'y connaissait rien, c'est révolu. Ça veut pas dire que vous êtes tous des pros, mais en grande majorité, vous avez de quoi comprendre un Grand Prix de manière assez basique. Même si c'est probablement le bordel dans votre tête maintenant, comme pour tout le reste des spectateurs de la F1. Globalement, c'est toujours... Vous avez normalement encore ce petit pouvoir d'être assez nouveau, encore un peu, pour être humble et savoir qu'il vous manque encore des connaissances que vous avez besoin d'acquérir pour encore plus apprécier le sport. Là où pour des fans plus expérimentés, comme moi, on doit faire un petit peu plus d'efforts parfois, de ne pas prendre toutes nos connaissances pour acquis, bref, ne pas se reposer sur nos lauriers. Et ça nous arrive de temps en temps, ou souvent, de prendre des choses pour acquis sur la F1. Donc je dirais qu'avec le temps, tout simplement, l'audience de la F1 a évolué aussi dans ses connaissances par plein de moyens différents. On est plus nombreux et l'écart de connaissances, que vous le sentiez ou non, c'est quoi qu'il arrive resserré par rapport au premier pas de Drive to Survive. Mais justement, Drive to Survive n'a pas évolué du tout. Et aujourd'hui, je suis persuadé que des spectateurs ayant découvert la F1 par Drive to Survive vont avoir le même sentiment que certains fans de la première heure sur la saison 5. La vocation première de Drive to Survive était de faire connaître la Formule 1. C'est chose faite quand on voit les chiffres d'audience, et ce, dès les 2 premières saisons assez facilement. Sauf que, même si c'est jamais totalement fini, ça y est, la Formule 1 est connue dans le monde entier à nouveau. Genre vraiment connue. Et à chaque saison de Drive to Survive, on a une impression que l'on a sous les yeux une saison 1 faite pour découvrir la F1. Effectivement, c'est pas totalement illogique de réfléchir comme ça, puisque celui qui a 15 trains de retard là, va peut-être se dire que par flemme, et c'est bien dommage de réduire l'humain aussi vite et aussi facilement à sa procrastination, celui qui a la flemme là va justement regarder la dernière saison de Drive to Survive pour peut-être regarder la F1 en 2023. Alors si le produit Netflix était si bon qu'on en vantait les mérites il n'y a pas si longtemps, tous les nouveaux spectateurs devraient commencer par la saison 1 et 2018 et se binge-watcher les 5 saisons en une semaine. Ils devraient donc assez vite comprendre tous les enjeux de ces 5 dernières années pour suivre efficacement la saison 2023 de Formule 1. Mais clairement, quand on commence par la saison 1 qui est une véritable réussite, je trouve personnellement, et que je re-regarde de temps en temps parce que je la trouve vraiment stylée. Se taper les immondes saisons 2, 3, 4 et maintenant un peu 5 pour savoir où on en est, clairement non. Non.
Aujourd'hui, la série Drive to Survive n'a plus sa place. Le paddock de F1 ne lui fait plus confiance au point d'avoir un produit détérioré, devenu lourd et pénible à regarder. L'audience qu'elle a créée a évolué et n'est plus la cible. Et la F1 a retrouvé les sommets des sports mondiaux et n'est plus à découvrir. Ça n'empêche que la série cartonne chaque année et vit probablement encore de la renommée et de son boom de la première saison. D'un point de vue quantitatif, oui, c'est toujours un succès. D'un point de vue qualitatif, qu'on soit fan de Formule 1 ou pas, c'est devenu malheureusement un produit cheap, et ce, à mon grand regret. J'ai adoré Drive to Survive saison 1, j'ai toujours supporté ce programme car il a effectivement un rôle incroyable pour démocratiser le sport. En revanche, aujourd'hui, c'est plus le cas. Je continuerai de regarder par nostalgie la première saison, toujours dans l'espoir d'avoir un meilleur produit chaque année aussi, donc je continuerai de regarder les saisons de Drive to Survive, mais ce produit doit évoluer, peut-être en Daniel to Survive, puisqu'on a eu droit à quasiment rien sur le départ d'un quadruple champion de la trempe de Sebastian Vettel.